Le finisher est censé être un coup si dévastateur qu'il met fin au match, sans poser de questions. Le problème, c'est quand ce coup de grâce a l'air horrible ou qu'il est tout simplement stupide. Il est temps de se retirer juste avant le compte de 3 et de parler des pires finishers de l'histoire de la WWE. Nous commençons cette liste avec l'un des nombreux finishers de Chris Jericho. Bien sûr, il y a les Walls of Jericho et le Codebreaker. Ces deux mouvements sont impressionnants et ne méritent pas de figurer dans une liste comme celle-ci. Non, nous parlons du Judas Effect. Jericho a développé ce spinning back elbow lors d'une séance de sparring avec son entraîneur personnel et a pensé que ce serait une bonne idée de finisher. Sur le papier, ce finisher semble génial. Un coup de coude retourné à la tête n'est pas la pire idée pour un finisher, et s'il est bien exécuté, ce finisher peut être brutal. Le problème avec le Judas Effect, c'est que Chris Jericho n'arrive pas à l'exécuter et à le rendre agréable à regarder. Au lieu d'écraser son coude sur la tête de son adversaire, il a l'air de se frayer poliment un chemin à travers la foule. Le mouvement n'a aucun impact, et la pirouette qu'il effectue ne fait que le rendre encore plus ridicule. Il y a cette fameuse promo que Chris Jericho a faite à la WCW, où il prétendait être l'homme aux 1004 prises. Eh bien Chris, c'est l'une d'entre elles que tu devrais retirer de cette liste. C'est une prise qui a l'air plus maladroite que dévastatrice. En ce qui concerne les anciens catcheurs de la WWE qui ont atterri à l'AEW, parlons de Mercedes Moné, anciennement connue sous le nom de Sasha Banks. Pendant des années, lorsqu'elle était à la WWE, son finisher était une soumission appelée Bank Statement. Cette soumission était particulièrement brutale en raison de la quantité de coups qu'elle infligeait à son adversaire. C'est ce qu'on pourrait appeler un grand finisher, d'autant plus que les finishers basés sur la soumission peuvent être difficiles à réaliser à notre époque. Lorsqu'elle a quitté la WWE, elle est allée s'entraîner au Japon et a acquis de nouveaux mouvements pour arsenal de prises en cours de route. Il n'y a rien de mal à essayer de garder les choses fraîches et de les changer. Cependant, cette mise à jour de son arsenal s'est accompagnée d'un nouveau finisher. Ce finisher est connu sous le nom de Moneymaker, et nous essayons toujours de comprendre ce qu'elle est censée faire exactement. Elle fait monter son adversaire pour un gorille spécial, puis le laisse tomber sur le côté. Beaucoup de fans en ligne ont critiqué la première fois qu'elle a essayé ce finisher parce qu'elle l'avait raté. Mais à vrai dire, nous n'avons pas encore vu une version de ce finisher qui soit exécutée de façon à ce qu'elle ne soit pas mauvaise. Et nous ne pensons pas qu'il s'agisse d'un cas similaire à l'effet Judas, où il s'agit simplement d'une mauvaise exécution. C'est l'un de ces finishers qui n'aurait pas l'air bon, quel que soit l'exécutant. Brock Lesnar pourrait faire ce mouvement et lancer quelqu'un à 3 mètres dans les airs pendant qu'il l'exécute. Il aurait toujours l'air bizarre et maladroit. Encore une fois, nous n'avons rien contre le fait que les catcheurs actualisent leurs arsenals de prises. Un personnage peut avoir besoin d'être rafraîchi au bout d'un certain temps, et avec ce rafraîchissement, un nouveau finisher peut être nécessaire pour que ce ne soit pas simplement la même chose avec une nouvelle couche de peinture. Mais si vous êtes un catcheur et que vous voulez changer votre finisher, changez-le au moins pour quelque chose que vous pouvez réellement exécuter. Entre les nouveaux finishers qui ne fonctionnent pas et les anciens finishers qui n'ont pas bien vieilli, commençons par l'ancien champion de la WWE, Bob Backlund. Backlund a la particularité d'avoir détenu le titre de champion de la WWE et détient le deuxième plus long règne de l'histoire du titre, juste derrière Bruno Sammartino. Bob Backlund a réussi à faire cela grâce à sa prise de soumission dévastatrice, le Crossface Chicken Wing. Bien que cette prise ait permis de mettre hors d'état de nuire de nombreux adversaires pendant son règne, c'est l'une de ces prises qui n'a pas très bien vieilli en termes d'aspect dévastateur. Il existe un grand nombre de prises de soumission qui semblent pouvoir blesser quelqu'un en appliquant une pression suffisante. La Crossface Chicken Wing n'en fait pas partie. C'est comme si quelqu'un essayait de faire une prise de sommeil et un dragon suplex en même temps, mais qu'il n'arrivait pas à se décider, alors il a décidé de commencer les deux mouvements et de traîner maladroitement son adversaire sur le tapis à la place. Peu importe le nombre de fois où ce mouvement a été repris au fil des ans, il devient de plus en plus mauvais, comme lorsque Darren Young a commencé à le faire lorsque Backlund est devenu son manager en 2016. C'est un mouvement qui a eu son utilité à l'époque, mais qui ne semble plus efficace aujourd'hui. Puisque nous parlons des anciennes soumissions comme finisher, pourquoi ne pas prendre une minute pour parler des anciens finishers de soumission en général? Bien sûr, il s'agit là d'une approche très large, et votre définition de l'ancien peut varier en fonction de votre âge. Pour cet article, nous parlons de mouvements comme le bear hug et le sleeper hold. Beaucoup de ces prises étaient utilisées par des hommes costauds qui pouvaient utiliser leurs muscles pour rendre ces mouvements crédibles à l'époque. Le problème, c'est que ces prises sont tellement ennuyants.
À quand remonte la dernière fois que vous avez vu quelqu'un gagner avec une prise de l'ours ou une prise de sommeil? Elles sont lentes et ennuyeuses, et elles sont en fait prévisibles lorsqu'il s'agit de s'en défaire. La raison pour laquelle les prises de soumission plus modernes sont crédibles est que la personne qui reçoit le mouvement a la possibilité de donner un coup de fouet à l'action en essayant de se défaire de la prise. Prenons l'exemple du sharpshooter. La personne qui reçoit la prise va essayer de s'en sortir en rampant et de se frayer un chemin jusqu'aux cordes. Vous êtes sur le fil du rasoir en vous demandant si cette personne va réussir à atteindre les cordes avant qu'elle ne s'immobilise. Il y a un sentiment d'urgence intégré pour sortir de la prise. Ce n'est pas le cas avec les anciennes techniques de soumission. L'étreinte de l'ours met quelqu'un KO, ou bien la personne qui prend le mouvement est capable de faire quelques coups bas pour briser la prise. Et l'endormissement, combien de fois avez-vous vu ce moment d'espoir où l'arbitre s'apprête à lâcher le bras pour la 3e fois et où la personne qui subit l'action commence à s'en sortir par la force? C'est devenu un cliché. Un autre mouvement de ce type provient de nul autre que Hulk Hogan. À son apogée, Hogan a éliminé de nombreux adversaires avec son Atomic Leg Drop. Et, eh bien, soyons honnêtes, à une époque où les mouvements sont soit impressionnants par leur aspect athlétique, soit dévastateurs parce qu'ils ont l'air de faire légitimement mal, le Hulkster s'écroulant sur ses fesses avec sa jambe tendue est plus susceptible de provoquer des haussements d'épaules de la part de la foule que l'éruption d'acclamation qu'il a reçue à WrestleMania 3. Comme beaucoup de vieux finishers, les catcheurs ont incorporé le mouvement au point que la chute de jambe est devenue un mouvement standard. Mais à la différence d'un DDT ou d'un super kick, qui peuvent encore être crédibles en tant que finisher s'ils sont bien exécutés, la chute de jambe n'a plus la douleur viscérale d'un DDT ou la finesse d'un super kick pour être vraiment crédible. Quand quelqu'un peut faire une descente de jambe depuis la corde du haut et qu'elle n'est toujours pas crédible en tant que finisher, c'est là que l'on sait qu'un mouvement n'a pas très bien vieilli. Et pour couronner le tout, pour un mouvement qui n'a même plus l'air aussi impressionnant, il fait plus de mal à la personne qui le donne qu'à celle qui le reçoit. Hogan et d'autres catcheurs qui exécutaient régulièrement ce coup se sont plaints de graves problèmes de dos en vieillissant, parce qu'ils sautaient en l'air et comprimaient leur colonne vertébrale à chaque fois qu'ils le faisaient. Un autre finisher légendaire qui a mal vieilli est le Running Splash d'Ultimate Warrior. Le Body Splash a été utilisé par de nombreux athlètes sous différentes formes. Le Frog Splash d'Eddie Guerrero est l'un des plus grands finishers de tous les temps. Et ce n'est pas pour rien que tant de gens ont essayé de l'imiter au fil des ans. Mais nous ne parlons pas de cela. Nous parlons d'un autre type de Body Splash. Le Running Splash d'Ultimate Warrior n'est pas le pire des pires de cette liste. Mais il faut admettre qu'en 2024, il semble un peu ridicule. Le voir courir contre les cordes, puis faire un petit saut et un belly flop sur son adversaire, c'est juste, eh bien c'est stupide, c'est vraiment idiot. Le mouvement emblématique du Warrior, le Gorilla Press Slam, aurait probablement été un meilleur finisher pour lui à l'époque. Même si ce coup n'aurait probablement pas bien vieilli, il est toujours plus crédible d'être blessé par un type qui vous soulève de 2,70 m en l'air et vous laisse tomber comme une mauvaise habitude que par un homme qui vous fait un dog pile sur vous. Passant des vieux finishers qui ne fonctionnent plus aux mauvais finishers, parlons maintenant du Knockout Punch. Bien que des catcheurs aient utilisé des variantes de ce coup, le Big Show en est probablement l'utilisateur le plus connu et le plus tristement célèbre. L'idée derrière ce coup est qu'il s'agit d'un coup de poing si dévastateur que l'adversaire est assommé et ne peut pas se relever. S'il s'agissait d'un match de boxe, alors oui, un coup de poing si fort qu'il met l'adversaire KO est réaliste et se produirait sans aucun doute. Cependant, dans le monde du catch où les coups de poing sont réguliers et où les gens se défont de pile-driver renversés et de chaises, il est tout simplement insuffisant que quelqu'un utilise un coup de poing en guise de finisher. Si ce catcheur était un heel et qu'il utilisait un poing américain dans le dos de l'arbitre, ou quelque chose comme ça, d'accord, nous avons tous vu cela auparavant, nous pouvons l'accepter. Mais dans un contexte de catch, pourquoi un coup de poing fait-il plus de dégâts que n'importe quel autre coup de poing? Parce que vous l'enroulez un peu plus? Il ne s'agit pas d'un jeu vidéo où l'on peut charger un coup de poing pour qu'il ait un impact plus fort. C'est un coup de poing. Le fait que le Big Show ne se soit jamais vraiment engagé à vendre ce coup de poing n'aide pas non plus. Il enroulait le coup de poing les 2 premières fois qu'il le faisait, mais par la suite, il se contentait de le lancer et la moitié du temps, il ne semblait même pas avoir effleuré son adversaire. Le prochain mauvais finisher dont nous allons parler est l'Overdrive. C'était le finisher de Randy Orton lorsqu'il a rejoint le roster principal. C'était aussi le finisher de MVP, qu'il appelait The Playmaker. Quel que soit le nom que l'on donne à ce coup, c'est l'un des pires que l'on puisse trouver. C'est facilement l'une des pires et des plus maladroites prises de tous les temps.
Vous demandez à votre adversaire de se pencher, puis vous passez votre jambe derrière son cou, vous attrapez son bras et vous le faites basculer sur le côté tout en enfonçant votre genou dans le tapis. Même la description de ce mouvement est maladroite. C'est un mouvement que les catcheurs ont essayé à maintes reprises de faire fonctionner, mais le résultat est toujours le même. Nous ne nous souvenons que d'une seule fois où ce mouvement nous a semblé bon, et c'était dans un clip d'un show indie au hasard, et il y a probablement eu une sorte de modification. Jusqu'à ce que quelqu'un nous prouve le contraire, c'est un mouvement que les catcheurs devraient éviter. Un autre finisher horrible est celui du Great Khali. Si nous parlions de mauvais mouvements de catch en général, l'ensemble des mouvements du Great Khali figurerait sur cette liste. En effet, les 3 mouvements qu'il connaît seraient mentionnés ici. Mais puisque nous parlons de finition, parlons du Brain Chop. Le nom de ce coup explique à peu près tout ce qu'il faut savoir à son sujet. Il s'agit d'un coup de karaté à la tête qui a l'air étonnamment faux. C'est tout, c'est le mouvement. C'est ce qu'il utilise pour vaincre cet ennemi. On aurait pu penser que quelqu'un de la taille de Khali aurait eu quelque chose de plus gigantesque comme finisher, comme une powerbomb ou un chokeslam, quelque chose de plus adapté à sa taille. Considérant qu'il a accidentellement tué un gars lorsqu'il s'entraînait pour devenir catcheur, ils lui ont probablement donné ce mouvement faible pour éviter qu'un procès ne se produise. Mais c'est tout de même inexcusable. Comme le knockout punch, ce coup n'est tout simplement pas crédible en tant que finisher, surtout lorsqu'il est exécuté aussi mal que par Khali. Vient ensuite la nouvelle championne féminine de la WWE, Bayley. Bien qu'elle soit une grande catcheuse, elle a 2 finisseurs et ils ne sont pas très bons. Le premier est le Bailey to Belly. Pour faire simple, ce finisher consiste en une belly to belly suplex assez classique. Il n'y a rien de théâtral. Il n'est pas exécuté d'une manière qui donne l'impression qu'il fait particulièrement mal. C'est l'un des mouvements qu'elle a réussi à faire passer. Mais en toute honnêteté, c'est un mouvement assez faible à utiliser comme finisher. Le belly to belly suplex n'est pas le mouvement le plus courant. Mais lorsqu'il existe, il n'est jamais utilisé comme finisher. Ce n'est tout simplement pas un mouvement qui devrait être réservé à un finisher. Peut-être que c'est un mouvement signature pour préparer quelque chose de plus punitif, mais il ne fonctionne tout simplement pas en tant que finisher. L'autre finisher que Bayley a adopté ces dernières années est le Rose Plant. Ce mouvement est tout simplement bizarre. Elle met son adversaire à genoux et exécute ensuite un DDT étrange, mais pas vraiment un DTT. En fait, ce mouvement ne semble pas fonctionner. Ce n'est pas tant un finisher qu'une façon bizarre d'enfoncer son adversaire dans le tapis et d'essayer de la coincer. Ce mouvement nous rappelle un autre finisher d'un autre ancien de la WWE. Il s'agit de Jon Moxley, qui catchait sous le nom de Dean Ambrose. L'un de ses premiers finishers sur le roster principal de la WWE était le Dirty Deeds. Bien que ce soit devenu plus tard le nom du double DDT sous crochet qu'il utilisait, il y avait en fait une autre variante du Dirty Deeds qu'il utilisait avant cela. La variante originale du Dirty Deeds consistait pour Ambrose à bloquer la tête de son adversaire, puis à le faire tomber en avant pour lui enfoncer la tête dans le tapis. C'est un peu comme un DDT, mais la personne qui exécute le mouvement tombe sur le visage et non sur le dos. Ce mouvement n'a jamais été considéré comme un excellent finisher. Dans un DDT traditionnel, il est facile pour l'élan du mouvement de s'écouler vers le sol. C'est rapide, c'est vif. C'est pourquoi, même aujourd'hui, aussi dilué que soit devenu le mouvement, les gens peuvent encore acheter une version du DDT comme coup de grâce. On a l'impression que ça fait mal. Le Dirty Deeds ne fonctionne pas parce que l'élan du mouvement n'est pas là. Cela ressemble plus à 2 personnes qui trébuchent pour entrer dans un grand magasin le jour du Black Friday qu'à un mouvement de catch. Peu importe que la personne qui prend le coup soit la plus douée pour le vendre, celle qui le donne a toujours l'air maladroite pour l'avoir donné. Et enfin, quelques choix plus controversés pour cette ligue. Il s'agit des finishers que nous aimons tous ou dont nous sommes peut-être nostalgiques, mais qui ne sont pas de grands finishers lorsqu'on les examine de plus près. Le premier est le fameux Mandible Claw de Mick Foley. Ne vous méprenez pas, nous aimons Mick Foley ici. Le psychopathe le plus sympathique du monde s'est fait connaître pour l'incroyable quantité de coups qu'il infligeait à son corps au fil des ans. Alors, comment infligeait-il ce même niveau de punition à cet ennemi ? En leur enfonçant les doigts dans la bouche? C'est un mouvement bizarre qui n'a pas vraiment de sens à moins que l'équipe de commentateurs n'explique ce qui se passe pour faire comprendre comment ce mouvement est censé infliger de la douleur. L'idée est que Foley utilise 2 de ses doigts pour serrer la mâchoire inférieure de son adversaire afin de lui infliger de la douleur. Mais pourquoi son adversaire ne se contenterait-il pas de mordre ses doigts? Jim Cornette a expliqué dans une interview
qu'il s'agissait d'un pincement nerveux qui paralysait la mâchoire et empêchait l'adversaire de mordre. Bien que cette explication soit plus hasardeuse qu'un trou dans l'intrigue de Doctor Who, elle a au moins du sens, ou du moins, elle en aurait si elle avait été expliquée à la télévision, en dehors probablement de la WCW du début des années 90. Dernière question que nous nous posons à propos du Mandible Claw est la suivante. S'agit-il d'une prise de soumission ou d'une prise classique? Je suppose qu'il peut techniquement s'agir des deux. Le figure four est aussi techniquement les deux. Mais si vous vous faites coincer avec une clé de jambe en 4, soit vous plongez comme Ric Flair, soit vous êtes nul pour vous sortir des prises de soumission. C'est un mouvement qui n'a rien à voir avec la réalité et qui ne semble pas s'améliorer avec l'âge. Le regretté Bray Wyatt l'a utilisé lorsqu'il catchait sous le nom de The Fiend et l'a fait fonctionner, le personnage étant un monstre qui veut juste détruire son adversaire, mais même le génie de Bray Wyatt n'a pas réussi à nous faire croire que c'est un meilleur mouvement qu'il ne l'est en réalité. Le suivant est le Samoan Spike. Je dois dire qu'Umaga et Solo Sikoa ont tous deux réussi à faire passer ce coup pour un bien meilleur finisher qu'il ne l'est. C'est l'un de ces mouvements qui, lorsqu'il est bien vendu, est crédible si on n'y réfléchit pas trop. Le problème, c'est qu'en y réfléchissant bien, on se rend compte que c'est un coup vraiment stupide. Pensez-y, ce mouvement consiste littéralement à planter son pouce dans la gorge de quelqu'un. Je ne dis pas que cela ne ferait pas mal dans la vraie vie, mais dans le monde du catch, où l'impact est la clé de ce genre de choses, cela ne semble pas vraiment faire mal. N'oubliez pas qu'il s'agit du même prétendu sport où les gens peuvent se faire plaquer à travers une table en bois et être capables de se battre malgré tout. Même si ce n'est pas le pire des coups de cette liste, c'est un coup qui n'est pas non plus aussi génial qu'on l'a dit, en parlant de finition de la part des Samoans. Et, enfin, nous arrivons au mouvement le plus électrisant de cette liste, le People's Elbow. Lorsque le Rock ne bat pas Cody Rhodes jusqu'au sang et qu'il ne parle pas de sa mère, il aime mettre la pâtée à toute personne qui se met en travers de son chemin. La façon dont il aime achever cet adversaire est le People's Elbow. Nous ne voyons pas d'inconvénient à ce qu'une descente de coude soit un coup de grâce. Le Macho Man Randy Savage l'a rendu magnifique et différentes variantes peuvent en faire un finisher crédible. La version de Kairi Sane, qui bénéficie d'un temps d'arrêt incroyable, en est un bon exemple. Cependant, ce n'est pas la descente de coude qui devrait terminer le match. Les effets théâtraux qui l'accompagnent sont formidables et The Rock est l'un des meilleurs pour entraîner les fans dans cette aventure. Cependant, après tout ce battage médiatique, il finit par lâcher ce qui semble être l'une des descentes du coude les plus faibles de l'histoire des descentes du coude. C'est presque comique de voir à quel point ce coup semble pathétique par rapport à tous les autres mouvements du répertoire de The Rock. Pour être honnête, ce mouvement n'était à l'origine qu'une signature et le Rock Bottom était son finisher. Lorsque le People's Elbow a commencé à gagner en popularité, il semble avoir échangé les deux mouvements, le Rock Bottom devenant sa signature et le People's Elbow son finisher. Ceci étant dit, nous pensons toujours que c'était une mauvaise idée pour The Final Boss d'en faire son finisher. Selon vous, quel est le pire finisher de l'histoire de la WWE? Faites-nous part de vos impressions dans la section des commentaires et avant de partir, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à Ring Rival pour ne pas manquer les prochaines.